Voici les titres de ce 4 octobre 2025, 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion au Mali. En commune 1 du district de Bamako, le président de la transition à travers ses œuvres sociales soulage 200 foyers à travers un don alimentaire. Et c'est la première phase d'une donation qui touchera tout le pays durant tout ce mois. Bientôt le démarrage de la radio de l'AIS. Les 3 ministres en charge de la communication des pays de l'espace confédéral en visite à la station 6 à Koulouba sur l'avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, Tom Saint-Fit, le sélectionneur national, annonce la liste des 25 joueurs choisis. Certains ténors sont de retour en sélection. Un plus nous dira Siragatou Sissé en fin d'édition. Le Mali rend un dernier et ultime hommage à Djibril Diarra, le chef de village de Kouloukourouba, chef suprême des 74 villages du Méguétan, membre du CNT et coordinateur des chefs des villages et fractions du Mali, décédé ce jeudi 2 octobre 2025. Ce digne fils aura consacré les 93 ans de sa vie au service de la patrie. Le président, le général de corps d'armée Malik Diao et le secrétaire général de la présidence représentaient les autorités à la cérémonie des obsèques. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bonsoir à tous. Lundi 6 octobre 2025 à Bamako, c'est l'ouverture de la session d'octobre du Conseil national de transition du Mali. Sur l'invitation du président, le général de corps d'armée Malik Diao, Dr Mamoudou Harouna Djingarey, président du Conseil consultatif pour la refondation du Niger, est à Bamako pour prendre part à la cérémonie de lancement. À son arrivée à l'aéroport international, président Modibo Keïta Sénou, il a été accueilli chaleureusement par son hôte. Youssouf Diakité Adama Kamara était sur place pour le RTM, ils lui ont tendu leur micro. On écoute ses premières impressions sur cette invitation. Nous sommes là à l'invitation de mon frère, l'honorable général Malik Diao, président du CNT, qui a bien voulu nous inviter à l'occasion de la deuxième session ordinaire du CNT qui démarre, dont les travaux vont démarrer le 6. Vous savez, nous sommes dans une dynamique, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, c'est des pays frères. Nous faisons également partie de la Confédération AES. Quand nous avons commencé l'installation de notre Conseil consultatif de la refondation, nous avons fait appel à nos amis du CNT qui étaient venus depuis les assises travailler avec nous dans le cadre d'échanges d'expériences. Nous avons beaucoup bénéficié de l'expérience du CNT du Mali. Les collègues qui étaient partis au Niger ont travaillé dans les différentes commissions et on a pu aboutir à un certain nombre de recommandations sur lesquelles nous travaillons. Lors de l'ouverture de notre première session du CCR également à Niamey, nous avons invité mon frère et ami, les membres du CNT, à venir participer, profiter de leur expérience, et ça a été un échange fructueux au cours de cette session. Nous avons beaucoup bénéficié de cet échange-là et c'est en retour, ils nous ont invités aussi pour venir participer à cette deuxième session du CNT. Le CCR du Niger est une jeune institution. Nous avons beaucoup besoin de profiter de l'expérience du Mali qui a une longueur d'avance sur nous et cet échange va sûrement enrichir nos deux pays et au-delà les 3 pays membres de l'AES. Et comme vous le savez aussi, nous venons de terminer une réunion, une conférence des présidents des parlements de l'AES à Ouagadougou les 18 et 19 septembre pour travailler sur un certain nombre de documents, notamment le protocole additionnel au traité de l'AES, du Parlement de l'AES, le règlement intérieur qui va permettre de jeter les bases de la création du Parlement de l'AES. Bientôt, les chefs d'État vont se réunir, ils vont signer le traité créant le Parlement de l'AES. C'est vraiment dans le cadre
de cet échange que nous sommes là et nous remercions le président Assimi Goïta. Nous remercions notre chef d'État, le général Tchiani. Nous remercions également le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO. Nous remercions nos collègues aussi du CNT qui ont bien voulu nous inviter à venir ici, voir comment ils font, échanger, partager notre expérience pour que dans l'ensemble, tous les pays, les 3 pays de l'AES convergent et une même vision, une même compréhension, les mêmes objectifs pour fédérer nos 3 parlements. Restons avec la République sœur du Niger. Un mot de cette audience accordée par le chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani, à une délégation de la Banque mondiale conduite par son vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Aminatou Dangalou, et Yazir Abiou pour le compte-rendu. En mission de travail de 48 heures au Niger, dans le cadre d'une tournée, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, et la délégation qui l'accompagne sont allés présenter leur civilité au président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani. En tant que premier partenaire financier du Niger, la Banque mondiale reste aux côtés de l'État nigérien pour soutenir les différents secteurs stratégiques. C'était au terme d'une tournée de 2 jours au Niger, dont les objectifs sont de 4 ordres. Le premier, c'est de constater la résilience de l'économie nigérienne. Et le deuxième, c'est de voir comment on peut continuer à renforcer cette résilience et aller encore plus loin pour créer les conditions d'une prospérité partagée. Le troisième, c'est de faire une revue complète, exhaustive de l'état d'exécution des projets du gouvernement nigérien et des populations nigériennes que nous accompagnons avec des financements. Et c'est un portefeuille très large que nous avons ici, plus de 4 milliards 400 millions de dollars américains, donc plus de 2700 milliards de francs CFA. Et le dernier élément, c'est de discuter de façon approfondie sur un projet dont tous les Nigériens connaissent, Kandaji. Donc c'est un programme de développement extrêmement important. Au terme de sa visite au Niger, Ousmane Diagana s'est dit satisfait de l'avancée des travaux financés par la Banque mondiale, toutes choses permettant le renforcement du partenariat entre les 2 parties. Et depuis le Burkina Faso, on sent réellement que les lignes bougent concernant la mise en place de la radio AES. Bientôt son démarrage pour le bonheur des populations de l'Alliance. Les 3 ministres en charge de la communication des pays de l'espace confédéral en visite à la station 6 à Koulouba sur l'avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou. Bernard Kombelem et Moussaki nous donnent plus de détails. Tout est fin prêt pour l'ouverture officielle de la radio de l'Alliance des États du Sahel au quartier Koulouba dans la capitale burkinabé. Les ministres en charge de la communication du Burkina, du Mali et du Niger font le constat à travers cette visite guidée. De la régie au studio, en passant par les salles de réunion, de rédaction et de montage, la station radio de l'AES est dotée d'équipements de dernière génération. Une avancée significative dans la mise en œuvre du projet de création de la radio AES voulu par les chefs d'État des 3 pays de l'espace confédéral pour un renforcement de la communication sur les actions de développement. Donc, tout est fin prêt pour son démarrage. Nous espérons très prochainement la mettre en onde pour pouvoir vraiment remplir la mission que nous ont instruite nos chefs d'État. Parce que comme vous le savez, la communication est extrêmement importante dans le cadre de la souveraineté de nos États. Et c'est à cela que mon frère ici s'est attelé. Et je me plaît à constater que la radio est déjà prête et peut être déjà opérationnelle. Il suffit juste de quelques formalités administratives pour cela. La radio AES se veut un véritable instrument de communication et de souveraineté.
un outil au service des peuples de l'espace confédéral pour accomplir plusieurs missions pour le développement socio-économique, culturel et diplomatique des pays de l'Alliance des États du Sahel. C'est informer, c'est sensibiliser, c'est éduquer, c'est divertir, c'est promouvoir les vertus de l'AES qui sont la souveraineté et puis la primauté des intérêts de nos populations. Et aussi, ça va être une radio quand même à la disposition de toute l'Afrique et de tout le monde libre d'ailleurs, parce que les valeurs que nous prenons ici, celle de la souveraineté des peuples, celle de la primauté des intérêts des peuples, celle de la lutte contre tous ces fléaux internationaux qui handicapent les pays pauvres, et c'est des valeurs universelles ça. Avant cette visite, les 3 ministres en charge de la communication ont échangé avec l'équipe technique chargée de la mise en œuvre de la station radio AES. Une rencontre pour apprécier le protocole d'accord et la feuille de route élaborée dans le cadre des mécanismes de communication de l'AES avant l'ouverture officielle de cette radio. C'est parti pour l'opération de donation des œuvres sociales du président de la transition dans le cadre de la 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Et c'est en commune 1 du district de Bamako que l'opération a démarré ce samedi. Au total, 200 foyers ont bénéficié de kits alimentaires composés de riz, de mil, de pâtes alimentaires. Aridou Matina a suivi pour nous le lancement de l'opération. Les œuvres sociales du président de la transition accompagnent le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion dans notre pays, à savoir le mois d'octobre. Pour la 30e édition du mois de la solidarité, le président de la transition s'apprête à faire agir une fois de plus sa solidarité et son humanisme envers son peuple. Et c'est en commune 1 du district de Bamako que le ton de la vaste opération de dons qui concernera toute l'étendue du territoire national a été donné. Des kits alimentaires composés de 50 kg de riz, de mil, 20 litres d'huile et de pâtes alimentaires ont été offerts à 200 démunis, soit 200 foyers en commune 1. anga surashi munumbe mukonala alaka anu lakana minum bira alaka hinuna alaka yapakuma be doke jamana nyemgo yi alaka ukisi jugu poroma ka doke jamana kono dembele de alaka jamana ka nyefeta alaka sabati ya rabbi alaka usara hamnanko yuma ya rabbi alaka dana ma ya rabbi jamana ya rabbi alaka basiki ame président fu anye balo soro balo Allah yo fo qur'an kono ya rabbi alaka wasala jamana alaka basiki alaka nyamajo ya rabbi Allah. Institué dans notre pays depuis des décennies, le mois d'octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, en appelle à l'entraide et à la solidarité agissante. Il y a les œuvres sociales du président de la transition qui renforcent chaque fois dans leur façon de faire le mois de la solidarité. Il faut rappeler tout simplement que c'est un mois qui est consacré tout simplement à l'entraide. C'est pour faire rappeler aux Maliens ce que nous faisions comme solidarité, comme entraide dans le temps. Et les œuvres sociales du président, comme son nom l'indique, toujours là, en tout cas, ils sont bien entendus dans leur rôle, mais ils s'impliquent et renforcent tout ce que le ministère de la Santé et du Développement social fait. Nous sommes à la 30e édition du mois de la solidarité. Le président de la transition, chaque fois qu'il y a une occasion, fait agir sa solidarité et son patriotisme envers les Maliens en général. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là, à travers les œuvres sociales du président de la transition. Nous sommes en commune aujourd'hui pour donner 200 kits alimentaires à 200 foyers. Le mois de la solidarité, durant tout le mois de la solidarité, le président fera agir sa solidarité sur toute l'étendue du territoire malien. À ceux qui bénéficient de ces kits alimentaires, nous dirons eux aussi, ils n'ont qu'à penser à ceux qui sont à côté d'eux, qui n'ont pas eu la chance d'avoir ces kits. Parce qu'on les dit, personne ne peut aider tout le monde en même temps, mais chacun peut aider quelqu'un à côté.
Outre les différentes communes du district de Bamako et Kati, l'opération se déroulera un peu partout à travers le pays durant tout le mois d'octobre, dédié à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion. Oui, cette 30e édition du mois de la solidarité sera meublée de plus de 40 activités en faveur des personnes nécessiteuses. Et la particularité de cette année, qui n'est pas trop une surprise, c'est le thème du mois qui cadre bien avec l'année de la culture. Et d'ailleurs, sur ce sujet, je vous propose d'écouter le directeur adjoint du développement social et quelques citoyens. C'est au micro de Koumba Sissé et Tchédje Kamara. Chaque année, le Mali célèbre le mois d'octobre comme mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale. Pour la 30e fois, autorités, partenaires et sociétés civiles se mobilisent en ce mois d'octobre 2025 pour apporter de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin. En sont bénéficiaires les personnes âgées, les déplacés, les démunis, les handicapés, les jeunes et les enfants défavorisés. Les activités en faveur de ces couches de la société seront organisées en 4 semaines. La première semaine qui est la semaine des personnes âgées. L'un des événements phares de cette semaine, c'est la visite du président de la transition chef de l'État à la personne la plus âgée du district de Bamako. Pour cette année, la personne qui va visiter a 113 ans. Il s'appelle Namouri Keïta. Il est à Djikronipara. Il y a une caravane médicale pour les personnes âgées, qui sont des visites gratuites avec donation de médicaments. Cette caravane est prévue pour Bamako et pour certaines localités du Mali. Une autre activité importante pendant cette semaine, c'est des conférences débats sur les maladies de la vieillesse. Il y aura aussi des conférences intergénérationnelles. Les 2e, 3e et 4e semaines ciblent la femme et l'enfant, les personnes en situation de handicap, ainsi que la jeunesse et l'entrepreneuriat. Là encore, d'immenses activités sont au programme. La semaine suivante, c'est la semaine consacrée à la femme et à l'enfant. Je pense que cette semaine aussi va consacrer à des activités de donation aux femmes vulnérables. Principalement, les 2 ministres de la Santé et de la Promotion sociale rendront visite aux femmes porteuses de fistules au point G. À côté de ça, il y a des donations qui sont prévues par nos partenaires à des groupes spécifiques de femmes. Et aussi, là aussi, il est prévu des conférences sur les événements sociaux. Donc ça, c'est des activités d'appareillage, des activités de financement d'AGR, des réinsertions. Et aussi, il y aura des conférences sur des thèmes spécifiques liés à l'handicap. Donc, la 4e semaine, c'est la semaine de la jeunesse et de l'entrepreneuriat. Aussi, on fera des donations, des financements de micro-projets au profit des jeunes en situation difficile. La particularité de cette année est que le thème cadre bien avec l'année de la culture, car il porte sur la solidarité dans la diversité culturelle, base d'une société inclusive. Dans les parrains des semaines thématiques, nous avons un artiste peintre, Mamadou Konaté. Donc la particularité est que nous faisons la solidarité, mais en nous basant sur la culture. Donc ça veut dire que certaines activités culturelles auront un rehaussement cette année. Les Maliens sont fiers de nos valeurs ancestrales. Quelques citoyens que nous avons interrogés saluent l'initiative du mois de la solidarité. Il y a des familles en difficulté qui sont beaucoup aidées, ça on le sait. Sur beaucoup de plans, sur le plan sanitaire, sur le plan alimentaire. Jamana nyamoro e mois de solidarité que octobre ya jaranya boyanama. Bon Mali ere dugumi nyogondeme dugudo. Ya jamana mi do hina dugudo. Bon ambe do awde ke alaka jamana suma. Ya rabbi alaka jamana suma. Nyogondeme sraka chan. Tu ambe école mu konnana. Ibta soro se do be eye ikere mo do be no sara ka dem senu be yolo la ala man no ka kai ibse ka deme o nyogondeme do e wa balo ko yɛrɛ fana t'a la i bɛ se k'i kɛrɛfɛ mɔgɔ fana dɛmɛ o fana ye a damana dɛmɛ ne kɔni bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni kalo in na walasa jamana in bɛ se ka bɔ ni kɔlɔlɔ in kɔnɔ jamana in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na. dɛmɛ ninnu n bɛ dɔɔnin d'o la komi n'a fɔ mɔgɔkɔrɔbaw n bɛ bɔ mɔgɔkɔrɔbaw ta caman kalama ani mɔgɔ minnu bɔra kɔrɔ fɛ ka na ni cogoya t'u bolo n b'olu ka dɛmɛw ye telesow la n b'o ye ani lujuratɔw. I mana kɛ cogo o cogo i yɛrɛ ka kan ka dɔ dɛmɛ komi dɔ kan k'i dɛmɛ donc
Ce mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale se déroule autour de plus de 40 activités dans le but de donner du sourire aux personnes qui vivent dans des conditions difficiles. Nous sommes également dans le mois d'octobre rose, entendez par là la lutte contre le cancer à travers le dépistage précoce. Par exemple, les acteurs de la santé se mobilisent pour réussir à atteindre 1 million de femmes à travers tout le pays. C'est ce que l'ONACR nous fait comprendre lors de cette conférence de presse où était présente Aïssata Saliou Maïga. C'est dans le souci de permettre aux hommes des médias d'intensifier l'information et la sensibilisation au sein de nos populations en vue d'accroître le taux du dépistage des cancers du sang et du col de l'utérus pendant la campagne d'Octobre Rose que l'ONACR, en partenariat avec le ministère en charge de la Santé, a initié la présente conférence de presse. La campagne nationale dédiée à la lutte contre les cancers du sang et du col de l'utérus se déroulera du 1er au 31 octobre 2025 dans notre pays. Et cette année, elle se fixe comme objectif d'atteindre 1 million de femmes à travers tous les pays. Dans le cadre de cette édition, le ministère de la Santé s'est mobilisé. A d'abord faire un plan de communication pour communiquer beaucoup plus sur la maladie, informer les populations, les mobiliser vers les structures de santé. Et en plus, nous avons pris toutes les dispositions pour que l'offre de services soit au rendez-vous dans les structures de santé publiques, partout sur le territoire national pendant 1 mois. L'offre de services sera aussi en équipe mobile et en clinique mobile, accompagnée de la stratégie fixe. Tout simplement pour atteindre le maximum de femmes. Il est nécessaire de s'impliquer dans le cadre de la prévention de ces cancers. Les cancers, en fait, au Mali, la prévention a une place importante. Parce que si au-delà de la prévention, souvent ça peut devenir très difficile de venir à bout du cancer parce que c'est une maladie qui est très très grave. Des conférences, débats, des émissions radiophoniques seront organisées tout au long de la campagne afin de briser le silence autour du cancer et de renforcer la prévention. Actualité des FAMA de ce samedi 4 octobre 2025, une opération conduite dans la région de Ségou. Plus de précisions avec Abdul Karim Kaba. Dans le cadre des opérations de surveillance aérienne menées pour sécuriser l'ensemble du territoire national, les FAMA ont enregistré de nouveaux succès significatifs contre les groupes armés terroristes. Ce samedi 4 octobre 2025, une opération de reconnaissance aérienne conduite à l'ouest de Sokolo, dans la région de Ségou, a permis de localiser et neutraliser une quinzaine de terroristes, détruit une vingtaine de motos ainsi que du matériel logistique dissimulé sous de larges couverts végétaux. Dans la même journée, lors d'une mission offensive de reconnaissance dans les secteurs nord, nord-est et sud-est de Tombouctou, les forces aériennes FAMA ont mené avec succès 2 frappes ciblées contre des pick-up camouflés dont l'un à proximité d'un Ngouzma. L'état-major général des armées salue l'engagement et le professionnalisme de nos forces engagées sur le terrain et se félicite de ces avancées notables dans la lutte contre les groupes armés terroristes. Il réaffirme son appel à la vigilance et à la coopération active des populations, dont le soutien reste un pilier essentiel pour renforcer la sécurité collective et faire reculer durablement la menace terroriste. ONU Femmes, en partenariat avec le gouvernement, l'Union africaine et plusieurs acteurs du numérique lancent la 3e phase de l'initiative panafricaine. Les filles africaines peuvent coder. Une formation qui vise à renforcer les compétences digitales des jeunes filles, promouvoir l'égalité de genre et soutenir leur autonomisation économique. Et cette nouvelle phase entend transformer le numérique en véritable levier d'inclusion et d'avenir pour la jeunesse féminine, nous indique Boukari Koulibaly. Après 2 phases couronnées de succès, l'initiative Les filles africaines peuvent coder
entre désormais dans sa 3e étape, marquant un tournant décisif dans la promotion des compétences numériques auprès des jeunes filles. La présente phase de l'initiative AGCCI au Mali permettra d'autonomiser 100 autres jeunes filles âgées de 17 à 25 ans. Ces actions couplées à la remise d'ordinateurs aux filles apporteront un changement durable grâce à l'accès et à l'utilisation des outils digitaux et des compétences numériques, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je tiens à féliciter les participantes qui ont été sélectionnées à la suite d'un appel organisé par ONU Femmes. En effet, le codage informatique est un créneau très promoteur. Je suis convaincu que nos jeunes filles, après ces formations, sauront en tirer un meilleur profit. Selon les données de l'UNESCO, moins de 30% des diplômés en sciences et TIC en Afrique subsaharienne sont des femmes. Ce déséquilibre appelle à une action concertée et c'est dans cette optique que le programme se présente comme un levier d'égalité des genres, d'inclusion et d'autonomisation économique. Investir dans l'autonomisation économique des jeunes femmes, c'est l'un des leviers les plus puissants pour faire progresser l'égalité des sexes, éradiquer la pauvreté et favoriser une croissance inclusive. Et pour ce faire, la Belgique reste un partenaire engagé et fiable au Mali pour ONU Femmes. Investir dans les compétences numériques de nos filles, c'est investir dans la transformation de notre société, dans l'innovation et l'emploi. Elle est ancrée dans la politique nationale de développement de l'économie numérique, visant à faire du Mali, sur la période 2025-2034, un hub technologique numérique d'excellence en Afrique de l'Ouest. Née d'une synergie féconde entre ONU Femmes, la Commission de l'Union africaine, l'Union africaine des télécommunications et d'autres partenaires, l'initiative AGCCI rayonne déjà dans 11 pays africains. Et au Mali, cette 3e phase porte une promesse, transformer les rêves des jeunes filles en lignes de code et les lignes de code en véritables opportunités professionnelles et perspectives d'autonomisation. À Mopti, à la cour d'appel, des débats et des réflexions ont été véritablement menés lors de la concertation de la justice par les participants venus des 8 régions. Beaucoup de recommandations formulées, nous précise notre correspondant sur place, Suleiman Sidibé. Tout est bien qui finit bien. Les concertations régionales du ressort judiciaire de la cour d'appel des Mopti s'achèvent sur une bonne note. Après des jours d'intenses travaux, les participants ont formulé des recommandations qui seront remises à qui des droits. Le bilan qui découle donc de ces 2 jours de travaux est très satisfaisant. Et les participants ont fait preuve de beaucoup d'engagement et avec la participation des préfets et de tous les gouverneurs des régions et pour aboutir effectivement à des recommandations très pertinentes qui permettront effectivement au Forum national de pouvoir effectivement engager des débats très constructifs. Bien imprégné des questions de justice dans la région, le gouverneur salue l'engagement des participants et se réjouit des propositions faites au cours des travaux. Nul doute que les conclusions issues des présentes concertations régionales de Mopti alimenteront et surtout enrichiront les débats au niveau national lors du Forum national sur la justice. Elles permettront aux acteurs de la justice, dans une vision partagée, une synergie d'action, de travailler à l'avènement d'une refondation de la justice efficace et transparente au service du développement, de la paix, de la cohésion sociale et de la promotion des enjeux liés à la Confédération des États de l'AES. Le rendez-vous est donc pris pour la fin du mois d'octobre à Bamako pour la phase nationale. À quoi ressemble l'état d'évolution de la campagne agricole dans les régions de Kaï et de Kita? Une mission de supervision du comité exécutif régional de l'agriculture sillonnait ces régions. Et à Kita, c'est le gouverneur en personne qui était le chef de la délégation, Mamadi Aliou Bari Ibrahima Dao, pour le compte rendu. Cette mission de supervision composée de la Chambre régionale d'agriculture, de la Direction régionale du génie rural, de la Direction régionale de l'agriculture et de l'Office de protection des végétaux était dans le sec de Sadiola le 30 septembre 2025. Après une visite de courtoisie rendue au préfet du CERF, la mission a visité 2 champs de producteurs. Les constats sont satisfaisants grâce à la bonne pluviométrie de cette année, bien répartie dans le temps et dans l'espace. Dans le 2e champ visité, celui de Nou Mariko, les récoltes promettent sur une superficie de 21 hectares
répartis entre deux variétés de maïs, à savoir Brico et Sechibaka, et les riz pluvial, et ces résultats ont été atteints grâce à la fumure organique. J'ai cultivé 6 hectares de maïs, 3 hectares de riz, 1 hectare de niébé et 3 hectares de pastèques. Cette année, nous n'avons rencontré aucune difficulté depuis les premières pluies jusqu'au moment où je vous parle. Vraiment, nous remercions Dieu. La campagne a été bonne car j'ai déjà vendu une quantité importante de maïs à l'état frais et du pastèque également. Quand j'ai compris qu'on aura des difficultés pour trouver de l'engrais, je me suis tourné vers la fumure organique. C'est ce qui m'a donné ce résultat. Ma production de cette année a dépassé loin celle de l'année dernière. Les membres de l'équipe de supervision, après avoir écouté les producteurs et recensé leurs préoccupations, des conseils ont été prodigués. La campagne s'annonce très bonne cette année, et comparativement aux 3 dernières années, même si on souhaite qu'il y ait quelques pluies d'ici le 15 ou le 10 octobre. Donc les difficultés aussi que les producteurs ont eues, nous avons pris bonne note et nous allons analyser avec tous les acteurs, avec nos autorités régionales et nationales pour pouvoir porter les mesures correctives afin d'améliorer les campagnes à venir. Cette visite de supervision de la campagne agricole le 30 septembre dernier s'est achevée avec la visite du site du complexe des 4 périmètres irrigués de Caille dans l'exploitation de Birama Sidibé. L'évolution de la campagne agricole dans la région de Kita est satisfaisante, selon un aperçu de la mission du chef de l'exécutif régional. Cette première mission régionale d'évaluation de la campagne agricole 2025 dans les zones CMDT a concerné la commune rurale de Boudofo. Pour la région CMDT de Kita, les perspectives sont vraiment bonnes. Certes, le début aura été difficile compte tenu des difficultés d'approvisionnement en intrants, mais malgré tout, la région CMDT de Kita a pu réaliser 77 000 hectares de coton. L'encadrement de la CMDT nous a apporté une assistance remarquable. Il nous a doté d'engrais pour toutes nos superficies cultivées. Merci pour tous les efforts pour les paysans. La délégation régionale a pu constater cela de visu en visitant les champs de coton, de maïs et de sorgho de Sego Keita à Boudofo. L'installation effective de la pluie a été balbutiante pour une courte durée. Pour l'heure, on est serein et on espère le coton évolue bien. Toutes nos reconnaissances à l'endroit de nos plus hautes autorités. Que Dieu soit avec notre président, le général d'armée Assimi Goïta. Vu la situation pour ce qui concerne le coton, nous avons été rassurés de façon générale par les producteurs, donc les paysans, mais également par l'encadrement. Pareil pour le champ de maïs et les cultures vivrières en général. Ce que nous notons en cette fin de campagne, c'est une pluviométrie assez bien répartie et assez nombreuse sur le mois de septembre. Nous notons cette année 1145 mm d'eau en 73 jours. Comparativement à l'année dernière, nous n'en avions eu que 973. Pour cette campagne 2025-2026 dans la région de Kita zone CMDT, 260 490 hectares de terre ont été emblavés pour une production prévisionnelle de 74 000 tonnes de coton graines et 245 440 tonnes de céréales sèches. Pour une éducation inclusive et équitable à l'école, l'UNICEF offre des équipements et kits scolaires pour une valeur de plus de 150 millions de francs CFA, un don destiné aux académies d'enseignement de la région de Tombouctou. Retrouvons Nadim Babasissé et Mahamoudou Askoufari. Par cette remise de kits et équipements aux académies d'enseignement de Tombouctou et de Gourmararousse, l'UNICEF respecte une tradition, celle de soulager les responsables de l'école et les parents des enfants en diminuant leurs charges en cette veille de la rentrée scolaire 2024-2025. Cette donation se compose de matériel divers destiné à 10 000 élèves du fondamental et 8 000 de la petite enfance de la région de Tombouctou. Ce don d'un coût de 150 704 620 francs est composé de
10 000 kits scolaires, 84 kits pédagogiques, 18 tentes, 300 tables bancs, 16 box, school box, 120 panneaux de signalisation. La petite enfance reçoit 1670 chaises, 340 tables, 37 tourniquets, 37 balançoires et un important lot de jeux traditionnels. Tout en évoquant l'importance de ces dotations, les autorités scolaires saluent l'UNICEF pour son engagement inconditionnel en faveur de l'éducation. Cette donation de l'UNICEF aux académies d'enseignement de Tombouctou et de Gourma-Rousse vient soulager, n'est-ce pas, des nombreuses familles et parents dont les enfants souvent restent à la maison parce que privés, n'est-ce pas, de ce matériel. Et cela nous reconforte, nous, administrateurs scolaires, dans notre rôle d'offrir aux enfants leurs droits régaliens. L'objectif recherché par l'UNICEF est surtout la promotion d'une école inclusive et équitable, toute chose saluée par le chef de l'exécutif régional qui engage les responsables scolaires au bon usage de ces acquisitions. Au nom des autorités de la transition, au nom de toute la région de Tombouctou, je voudrais dire merci à l'UNICEF. Merci infiniment pour ces efforts immenses qui viennent appuyer ceux du gouvernement de la transition pour le bonheur des élèves à l'école. Ensuite, je voudrais demander à l'ensemble des acteurs ici présents de ne ménager aucun effort pour un usage utile de ces biens, pour un usage utile de ces matériels donnés à l'éducation. Cette remise officielle a mobilisé l'ensemble des acteurs et partenaires de l'école pour dire d'une vive voix merci à l'UNICEF. Une autre remise, cette fois-ci, des équipements médicaux pour l'ouverture d'une unité optique à Markala, en 4e région. Un geste de l'ONG Sightsever, nous confirment Amidou Diallo et Bakary Traoré. Ce don de l'ONG Sightsever est composé de kits de cataractes destinés au district sanitaire de la région de Ségou pour la prise en charge gratuite de cette pathologie durant le mois d'octobre. Ce don comprend également des équipements médicaux pour l'ouverture d'une unité optique dans le district sanitaire de Markala. Le coût total de ces dons est estimé à 22 millions de francs CFA. Ces dons d'équipement représentent une modeste contribution des Sightsevers aux efforts de l'État et des collectivités. Nous continuons de plaider pour que des lignes budgétaires dédiées à la santé oculaire soient intégrées dans vos plans de développement socio-économique et culturel et plans régionaux de santé oculaire afin que cette pénurie de ressources n'affecte pas la vie des millions de Maliens souffrant de maladies oculaires. Ce geste qui renforce les plateaux techniques des structures sanitaires de la région s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de santé oculaire inclusive de l'ONG Sightsever. Une unité optique pour nous, c'est véritablement combler un vide qui était là. Il y avait ce besoin qui est là. Donc c'est pour moi véritablement un honneur, une fierté, une joie. Notre profonde gratitude à l'ONG Sightsever pour son engagement constant dans la lutte contre la cécité au Mali en général et dans la région de Ségou en particulier. J'invite les responsables des structures bénéficiaires, les responsables des collectivités territoriales à prendre soin des matériels mis à leur disposition et à les utiliser à bon escient. Cette remise d'équipement vient rallonger la liste humanitaire de l'ONG Sightsever en matière de la prévention de la cécité évitable dans la 4e région. Faisons à présent ce qui fera le point de la 6e édition des Journées textiles Mali-Finou, prévue du 4 au 9 novembre prochain. 6 jours cette année, contrairement à 4 habituellement, au programme des conférences débats sur le thème Arkila, un patrimoine, une identité, des foires artisanales et de la gastronomie. Et Boubacar Bablé-Touré nous dit aussi que l'invité d'honneur cette année est la communauté Peul. 6e édition des Journées textiles du Mali, Mali-Finou, donc 6 ans de combat pour la promotion du textile Made in Mali. Un combat des hommes et des femmes qui ont décidé de porter haut l'histoire et l'identité du Mali à travers la promotion et la valorisation du textile malien. Plus que des journées, l'initiative dont les activités viennent d'être lancées se tiendront du 4 au 9 novembre 2025. Elle se veut un appel à l'action pour le consommer malien. Que Mali-Finou est entièrement gratuit pour les artisans. Ils ont les stands gratuitement. Les concerts ne sont pas payants, ainsi que l'ensemble des activités programmées.
Cependant, nous payons les artisans, nous payons les stands et autres prestataires. Pour cette édition, un programme à la dimension de l'année 2025 décrété par le président de la transition comme année de la culture. Il y aura des conférences débats dont une sur le thème central Arkila, un patrimoine, une identité, la foire artisanale avec une centaine d'exposants venus de tous les pays, la foire gastronomique Mali Doumniou qui sera élargie avec plus d'ambiance dans les restaurants. Les après-midi seront réservés aux enregistrements des émissions des télévisions partenaires. Et on aura des concerts géants et le grand défilé de mode aux couleurs du textile malien. Beaucoup d'autres activités. Cette année, c'est la communauté Peul qui est désignée comme invité d'honneur. Au nom de Taptal pour la Cour, nous sommes très honorés du choix porté sur nous. Nous remercions les organisateurs et leur réaffirmons notre engagement pour la promotion de l'identité culturelle du Mali. Le thème retenu est Arkila, un patrimoine, une identité. Le Arkila est un tissu propre au Peul et c'est le ministre Oumou Salsek qui est désigné comme marraine et l'ancien premier ministre Modibo Sidibé comme parrain. La journée textile du Mali, Mali Finou, est une promotion pour le secteur de l'artisanat. En faisant cette édition, ils font travailler combien de métiers? Plus d'une dizaine de métiers. Nous, on n'a pas le pouvoir pour faire notre promotion. C'est grâce à des éditions comme cette édition que nous pouvons nous promouvoir. La découverte de la collection Black and White de Timi Collection, la présentation de la tenue de l'événement par le CDAT et la dégustation des mets traditionnels ont été entre autres temps forts de la cérémonie de lancement. Et c'est du 4 au 9 novembre prochain. Dans le cadre du programme Mediafield Days de l'ONG Sasakawa, les journalistes ont vu certaines réalisations faites depuis 2014 par la faculté d'agronomie et de médecine animale FAMA, accompagnée en formation pratique par Sasakawa. D'autres précisions, c'est avec Bemba Stipi. Visite des parcelles d'expérimentation de la faculté d'agronomie et de médecine animale de l'université de Ségou par des journalistes. Ceci dans le cadre du programme Mediafield Day de Sasakawa Africa Association. À Soninkrou se trouvent les parcelles. Les hommes de médias se sont imprégnés des expériences effectuées par les étudiants sous la supervision des enseignants. Cette année, les expériences portent sur des techniques d'augmentation de la production et de la productivité du fonio au Mali en association avec l'arachide et le soja. D'une part, c'est de contribuer à l'amélioration de la production et de la productivité sur les cultures du fonio à travers les fertilisants minéraux. D'autre part, l'objectif aussi, c'est de permettre aux étudiants de se familiariser avec la conduite des essais. On a fait également des parcelles d'expérimentation pour permettre aux étudiants d'apprendre comment mettre en place une expérimentation, comment collecter les données et après ils vont apprendre également comment interpréter les données collectées dans une expérimentation. Une expérimentation qui lie la théorie à la pratique. Elle est le fruit du partenariat entre l'université de Ségou à travers la faculté d'agronomie et de médecine animale et Sasakawa Africa Association, c'est là depuis 2018. Les appuis allant à la création de filières de vulgarisation agricole en licence, ensuite les masters en vulgarisation et en développement et politique agricole, des masters. Ensuite les appuis allant dans le sens des parcelles d'expérimentation et l'aménagement de notre ferme. Donc c'est un partenariat très utile pour l'université. L'université doit son excellence à ces partenariats avec Sasakawa. Sasakawa a collaboré et on a vu les résultats sur le terrain. Les fruits ont été très probants. Sasakawa, avec la collaboration de la FAMA, a produit des compétences avérées sur le terrain. Au vu des résultats enregistrés dans la collaboration entre l'université et Sasakawa, les deux parties veulent pérenniser le partenariat.
Voici maintenant un document exclusif. Une des équipes du 20h s'est intéressée à l'IPR-IFRA de Katibougou à l'occasion de la journée porte ouverte de cet institut universitaire de recherche scientifique et de technologie dans le domaine agro-silvo-pastoral. L'objectif est noble, c'est montrer la dynamique que l'IPR-IFRA accorde à la formation universitaire et post-universitaire. La journée a été mise à profit avec des visites de terrain, des espaces d'expérimentation, d'essais et de démonstration. Les espaces concernés ont été respectivement les parcelles d'expérimentation du sorgho, du riz et celles réservées à la culture du coton et du gombo, en passant par des unités de démonstration des secteurs poissons et volailles. Suivons Adama Traoré. Nous sommes ici sur un espace d'expérimentation appelé parcelle d'évaluation du riz, où 10 variétés sont mises en essai. Tester en tout cas 10 variétés de riz aussi qui sont venues des programmes de recherche de l'IR et pour voir les meilleures variétés qu'on peut retenir. On veut se focaliser un peu sur les stress hydriques parce que qui dit en tout cas riz, on parle de l'eau. Même périmètre mais changement de variété expérimentale. Sur cet autre espace, nous voici avec des essais d'adaptation du sorgho avec 9 variétés à l'appui. Là, la démonstration est faite en notre présence. En tout cas, surtout avec les nouvelles variétés de l'IR, on tente de choisir les bons géniteurs pour essayer de voir en termes de collaboration et d'amélioration avec les variétés qui sont déjà adaptées au niveau de la zone de Katibougou. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être envisager de faire des croisements à l'avenir. Poursuivant notre périple au sein des autres unités, à savoir le laboratoire de protection des végétaux, ici aussi, l'espace expérimental est réservé à la culture du coton et du gombo. Une occasion pour les experts en charge de ces départements de nous dévoiler le travail abattu pour freiner la propagation des insectes nuisibles pour le cotonnier et le gombo. Dans ces labos, particulièrement, nous travaillons avec les extraits des plantes et la protection écologique. Et dans cette protection, on fait recours aux produits écologiques. Les produits chimiques de synthèse, on préfère les laisser à côté. Au niveau du centre d'innovation verte, les parcelles de démonstration ont concerné les bassins de pré-grossissement et de grossissement des poissons. Avoir mis ce système en place, vraiment, je crois que nous contribuons d'abord à la formation des étudiants au niveau de l'IPR-IFRA de Katibougou. Ça, c'est notre objectif premier. Mais en dehors de ça aussi, nous rendons service à ceux qui ne sont pas de l'IPR à travers la formation continue aussi. Non loin du centre d'innovation verte, nous avons été transportés vers d'autres secteurs. Il s'agit du secteur d'élevage avec comme volet la production de l'unité de volaille. Dans ces poulaillers modernes, diverses espèces de volailles y sont élevées, telles que les poneyses, communément appelées décalbées brunes, les counus, le blé d'Hollande, la belle rouge, en passant par les sujets noirs. Toutes ces activités concourent à la formation didactique des étudiants. C'est pourquoi les premiers responsables de l'IPR-IFRA de Katibougou, en collaboration avec ses collègues, a initié cette journée porte ouverte. Une démarche qui permettra à la population et au personnel des services déconcentrés de l'État de voir les activités que mène l'IPR-IFRA de Katibougou dans le cadre de la recherche scientifique et technologique. Nous, on a 8 laboratoires dans lesquels la recherche est menée. Et par rapport à ça, l'IPR a une exploitation agro-silvo-pastorale, installée à peu près sur une vingtaine d'hectares. Là où il y a ce qu'on appelle les parcelles d'expérimentation, les parcelles d'essai. Et également, vous avez constaté sur le terrain, on a certaines unités, comme le dit, de démonstration. Auparavant, une réunion a lieu dans la salle de conférence du dit institut. Elle avait pour but de mieux coordonner les activités de visite de cette journée porte ouverte.
Et ce soir, nous allons continuer à vous faire voyager direction le nord du pays sur les dunes de sable de Borem, en 7e région. Nous allons à la rencontre du chef de l'exécutif local, le préfet Kassoum Sanogo. Il s'agit d'un préfet jardinier qui est engagé pour la santé et le climat. Il a transporté avec lui un bout de son héritage agroécologique jusqu'à Borem, en plein cœur d'une zone désertique. Les populations locales sont sous le charme, ou dirais-je, enchantées. Allez, je m'arrête là. Allons rencontrer l'homme qui a su marier administration, action sociale et environnementale, Alpha Maïga Oumar Traori. Nous ne sommes pas à Sikasso, mais à Borem, sur les dunes de sable. Ici, c'est un préfet jardinier qui est engagé pour la santé et le climat. J'ai été nommé préfet ici. La première chose que j'ai constatée au niveau de la résidence, c'est qu'il y avait un tas d'ordures ici. Je me suis dit que bon, le jardin doit être aménagé pour que souvent que je vienne me reposer ici. À ces heures perdues, il n'est pas rare de voir Kassoum Sanogo, le Baba commandant, troquer le costume administratif contre des outils de jardinage. Originaire de Sikasso, région verte du sud du Mali, il a transporté avec lui un bout de son héritage agroécologique jusqu'à Borem. Étant fils de pays de Sikasso, je me suis dit que je décide vraiment de planter beaucoup d'arbres. Je suis administrateur, mais il faut que je pense aussi. Je suis là aussi pour au service de la population. Son jardin, véritable laboratoire d'innovation locale, abrite des fruits, des légumes et surtout le moringa, connu pour ses vertus nutritionnelles et médicinales. Le moringa, qui est un arbre très mystérieux, qui soigne pratiquement beaucoup de maladies. Ça va me permettre de contribuer aussi à la santé de la population. Ceux qui vont venir après moi vont prendre soin de ces arbres-là. Dit qu'en tout cas, ces arbres-là vont contribuer à la santé de la population. Les populations locales y viennent régulièrement cueillir des gousses, preuve d'une initiative qui lie l'administration à l'action sociale et environnementale. Depuis qu'il a été planté, cet arbre nous rend énormément de services. Nous remercions Dieu et saluons celui qui a eu l'initiative de le mettre en terre. C'est le moringa, un arbre dont presque toute la population de Borem profite aujourd'hui. Le moringa a beaucoup de vertus. C'est un arbre que moi, personnellement, je connais depuis longtemps. Ça m'a réjoui le cœur depuis que j'ai vu le préfet planter cet arbre dans sa cour. Chaque matin, je pars cueillir des feuilles de moringa que je fais bouillir pour ensuite boire. Comme Borem, je me suis dit que je vais transporter, c'est-à-dire une partie de Sikasso ici. C'est pour cela que je me plais de dire que je suis dans mon jardin Sikasso. À travers ce geste simple mais puissant, c'est un préfet qui montre qu'on peut, même dans un désert sablonneux, s'aimer la vie, la santé et l'espoir. Son combat contre les effets du changement climatique devient ainsi une extension de son devoir républicain. Protéger les citoyens en leur garantissant un environnement sain. Alors, qui dit mieux? Merci Alpha Maïga. Nous avons ce communiqué relatif au droit à la vie et à la liberté d'aller et venir. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, demeure fortement préoccupée par la recrudescence des attaques par les groupes armés contre les populations civiles sur les axes routiers. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, condamne ces atteintes au droit à la vie et à la liberté d'aller et venir. Rappelle à l'État sa responsabilité première de protéger les populations et leurs biens, notamment sur les axes routiers.
Mali recommande au gouvernement de poursuivre le renforcement des mesures de sécurité sur les axes routiers en vue de mieux garantir le droit à la vie, à l'intégrité physique ainsi que la liberté d'aller et venir sur l'ensemble du territoire national. Invite les autorités à rechercher, identifier et traduire en justice les auteurs, commanditaires et complices de ces abus des droits humains et du droit international humanitaire. Réitère son soutien aux forces armées maliennes, les FAMA, dans leur lutte contre les groupes terroristes en conformité avec les droits de l'homme et le droit international humanitaire. La 10e édition du Salon de l'immobilier et de l'investissement en Afrique se tiendra du 8 au 21 novembre prochain. Elle aura lieu simultanément dans 4 pays de l'Afrique centrale, à savoir l'Angola, le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale. En prélude à l'événement, les organisateurs ont animé une conférence de presse. Sorana Kamisoko, reportage. De nos jours, s'il y a des préoccupations qui suscitent des appréhensions chez les Maliens de la diaspora voulant investir dans l'immobilier au Bercail, le manque d'informations fiables sur les opportunités et les risques, les difficultés à gérer les transactions à distance en fait bien partie. C'est pour faire face à ces difficultés que l'agence de communication éthique Agency a jugé nécessaire d'organiser ce salon prévu du 8 au 21 novembre prochain. Il se tient de façon successive dans 4 pays de l'Afrique centrale, l'Angola, le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale. Dans ces pays, on sait qu'ils ont beaucoup de moyens. Donc ça intéresse les promoteurs immobiliers, les professionnels de l'immobilier pour pouvoir vendre leurs produits. L'Agence pour la gestion des zones industrielles, l'AGI met en vente une zone industrielle. Donc ils ont besoin de nos compatriotes qui ont envie d'investir dans ces secteurs aussi, qui n'est pas seulement les logements. Ça c'est un. Au-delà des parcelles, parce que de plus en plus, les Maliens ne veulent plus acheter des terrains. Ils veulent des maisons finies. Donc les promoteurs ont des programmes qui répondent à ces besoins. Finalement, le salon de l'immobilier malien à Paris était devenu un rendez-vous incontournable pour la diaspora malienne en France parce qu'ils sont habitués. Cette 10e édition a pour sponsor officiel la Société de gestion des immobilisations hors exploitation. Notre premier objectif, c'est permettre au plus grand nombre de Maliens d'avoir une propriété, d'avoir un toit ou une propriété. Moi, j'avais participé au minimum à 4 de ces salons en France et je lui ai demandé, puis même le contexte, si on ne peut pas faire quelque chose ensemble en Afrique, surtout en Afrique équatoriale. Comme c'est dans ce projet, les 2 idées se sont retrouvées et c'est là que nous on a essayé, parce que ce travail-là, nous on ne peut pas faire. Et du coup, il a pris contact avec le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et même le ministère des Maliens établi à l'extérieur. Et nous allons être suivis, je crois, aussi par le ministère des Domaines pour la crédibilité même de la chose. Au dire des initiateurs, il est attendu des milliers d'exposants à ce rendez-vous de l'Afrique centrale. Et la foire de fin d'année 2025, officiellement lancée à Bamako, organisée par la coordination des associations de groupements de commerçants détaillants du 14 décembre 2025 au 2 janvier 2026. Et ça se tiendra au parc des expositions de Bamako, Febaka. Mohamed Sangari pour plus de détails. La foire de fin d'année 2025, qui se tiendra du 14 décembre 2025 au 2 janvier 2026 au parc des expositions de Bamako, Febak, est désormais officielle. La coordination des associations de groupements de commerçants détaillants a dévoilé les détails de cette édition qui s'annonce riche en nouveautés. Placée sous le thème un cadre privilégié de dialogue et d'opportunités pour l'ensemble des acteurs du commerce de notre pays, la foire vise à renforcer les échanges entre professionnels. L'organisation de cette foire de fin d'année 2025 a pour objectif de créer des espaces d'échange entre les commerçants détaillants, grossistes et artisans. Créer un cadre aménagé et sécurisé pour les meilleurs échanges entre revendeurs et les consommateurs. Donner la visibilité aux entreprises commerciales. Faire la promotion des valeurs culturelles et artistiques du Mali. Pour cette année, les organisateurs ont fixé les prix des stands afin de permettre à un maximum de commerçants de participer. Le prix des stands est le suivant. Tapis rouge avec climatisation, 400 000.
centre ordinaire avec climatisation 100 000, restaurant 100 000, zone bâtie 75 000, terre battue 40 000. L'innovation majeure de cette année réside dans la présence de pays invités d'honneur. En plus des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, la Chine, la Turquie et le Togo participeront à l'événement. Cette ouverture internationale offre aux commerçants maliens une occasion unique d'échanger avec des partenaires étrangers et de découvrir de nouveaux marchés. Voilà, on est arrivé au Sport Week-end. Siragatou Sissé, que je retrouve avec un grand plaisir. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Yann, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Les Aigles du Mali ont 2 matchs à jouer ce mois d'octobre pour boucler les éliminatoires, l'un face au Tchad et l'autre contre Madagascar. À cet effet, le sélectionneur des Aigles a dévoilé ce matin la liste des joueurs retenus et vous nous dites qu'il y a des ténors, Siragatou. Oui, ils sont 25 Aigles à être convoqués par le sélectionneur national Tom Saint-Fit. Ils auront l'honneur de défendre les couleurs nationales face au Tchad le 8 octobre en N'Djamena et le 12 contre Madagascar ici à Bamako. Le Mali est 4e du groupe I, 12 points, derrière les Comores 3e 15 points, Madagascar 2e 16 points et le Ghana 1er 19 points. Certains cadres sont là, Djigui Diarra, Alou Dieng, Lassine Sinaogo, Mamadou Fofana Nojo ou encore Nénébé Dorgelez. En revanche, on signale le grand retour du gardien de but Mamadou Samassa, des défenseurs Abdoulaye Diaby et Woyo Koulibaly, des milieux de terrain Yves Bissouma et Amadou Haïdara Doudou et de l'attaquant El Bilal Touré. On écoute le sélectionneur national Tom Saint-Fit sur les enjeux de ces 2 matchs. On gagne les 2 matchs et les autres résultats sont bien pour nous. On peut être toujours 2e. Je ne sais pas que ça va être suffisant pour être un des meilleurs 2e, mais on va faire tout pour ça. Naturellement, on est aussi obligatoire, c'est obligatoire, on fait tout pour notre spectateur. On peut faire notre jeu comme on a fait contre Comores, comme on a fait contre Mozambique là-bas aussi, contre Guinée-Bissau ici, contre Eswatini. On doit faire notre jeu avec confiance au ballon, mais le plus important, on doit marquer les options. Pour le moment, ce ne sont pas des matchs amicaux. On va faire tout dans notre idée avec les meilleures équipes pour les meilleurs résultats et après on va analyser qui est prêt pour le CAN. A retenu que le match Tchad-Mali se jouera au stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno sur une pelouse synthétique. Merci Siragatou. Nous allons continuer. Nous allons parler maintenant du tournoi UFOA, zone 2 Ouest A des moins de 17 ans. Le coup d'envoi sera donné demain dimanche au stade Mamadou Konaté. À l'affiche Mali-Libéria à partir de 16h au stade Mamadou Konaté. Les autorités de la transition et la FEMA Foot veulent saisir l'occasion pour faire de ce tournoi une fête populaire. Le ministre en charge des sports Abdul Kassim Ibrahim Fomba, au nom du gouvernement, invite les Maliens à supporter toutes les équipes dans le fair play. Il est au micro de Soumaou Haïdara. Je pense que c'est déjà une très grande opportunité pour le Mali aujourd'hui d'abriter l'organisation de ce tournoi UFOA de la CAF U17, donc les moins de 17 ans. Cette opportunité nous permet de d'abord remercier la confiance que la CAF a eue au Mali d'abriter cet événement, mais également de remercier surtout au nom des plus hautes autorités tous les acteurs qui ont contribué à ce que ce tournoi se fasse ici dans notre pays. Organiser un tournoi de cette ampleur ici au Mali a beaucoup de signification. Je pense que ça prend en compte aujourd'hui tous les investissements qui ont été faits par les plus hautes autorités au niveau des infrastructures sportives. Cela démontre aujourd'hui de l'engagement du Mali à faire de notre pays
un pays de sport, qu'il est déjà, mais de le montrer à la face du monde. Et de souhaiter également, au nom des plus hautes autorités, la bienvenue à toutes les délégations. Et leur dire qu'au Mali, nous avons quelque chose de magnifique qu'on appelle la Djatigia. Parce que ce tournoi, je pense que c'est un message que nous lançons. C'est un message pour montrer que le Mali est un pays fréquentable. Le Mali est un pays qui est toujours prêt à accueillir les grands événements. Et je pense que ce n'est qu'un départ aujourd'hui à travers ce tournoi UFOA. Inviter tout le milieu sportif, inviter les jeunes, inviter toute la population à accueillir ces délégations ici et à sortir massivement pour participer à cet événement qui est aussi un événement qui marque aujourd'hui cette souveraineté du Mali, mais également cette posture du Mali à faire du sport une diplomatie qui pourrait véhiculer davantage cette image merveilleuse de notre pays à travers le monde. Une cérémonie de voiture colorée et le match Mali-Libéria sont à suivre en direct respectivement à 14h et 16h sur ORTM 1, la radio nationale et les différentes plateformes digitales. Le tournoi IFOA Zone de Ouest A s'achève le 18 octobre. C'est un tournoi qualificatif pour la CAN des moins de 17 ans. Merci Silagatou, c'est tout pour ce soir. Oui. On se retrouve demain donc. Inch'Allah. Merci pour toutes ces informations sportives. Le Mali rend un dernier ultime hommage à Djibril Diarra, le chef de village de Kouloukourouba, chef suprême des 74 villages du Méguétan, membre du CNT et coordinateur des chefs des villages et fractions du Mali. Décédé ce jeudi 2 octobre 2025, ce digne fils aura consacré les 93 ans de sa vie au service de la patrie. Le président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée Malik Diao et le secrétaire général de la présidence représentaient les autorités à la cérémonie des obsèques au terrain Djoba Diarra de Kouloukourouba. Boubacar Sissoko, Amadou Chokari, reportage. Le chef suprême des 74 villages du Méguétan, le chef de village de Kouloukourouba, le coordinateur des chefs de villages et fractions du Mali et non moins membre du Conseil national de transition, CNT, Djibril Diarra, laisse dans la tristesse et le désarroi tout ce beau monde épris de ses actes patriotiques et de bienveillance. Son exemplarité qui a toujours caractérisé sa personnalité sera le guide dont la génération actuelle doit s'inspirer. Il m'a toujours dit, les conseils, il ne faut jamais mentir, il ne faut jamais trahir. Quand tu dis la vérité, tu n'es bien avec personne. Et nous avons constaté l'amertume dans le visage de tout le monde et cela est dû à tout ce que Djibril Diarra, paix à son âme, a pu faire pour Koulikoro, a pu faire pour le pays. Un homme d'une grande moralité, un homme de principe, un homme de qualité exceptionnelle. Homme d'expérience, affable et rigoureux, Djibril Diarra était un chef coutumier d'exception. Il laisse ainsi un grand vide dans le cœur de ses concitoyens. Un homme au grand cœur, qui savait par humour alléger les moments les plus sérieux, rappeler que malgré les difficultés, la joie et la fraternité sont indispensables. Le départ de l'honorable Djibril Diarra est une perte immense, mais il nous laisse également un héritage précieux, celui d'un engagement total au service du Mali, celui de la sagesse qui unit les hommes au-delà des différences, celui de l'amour irrévocable pour sa patrie. En ces jours de tristesse, notre devoir est de faire vivre ces idéaux. Réellement un grand homme, un grand Malien, un grand patriote. Djibril était pour moi un ami. En réalité, il a l'âge de mon grand-père, mais il m'a toujours appelé son ami, mon ami colonel. Voilà quelqu'un qui a profondément aimé le Mali. Et à chaque fois quand on venait le voir, il ne parlait que du Mali et il ne parlait que de cette transition. Et à chaque fois il disait, faisons tout nous Maliens pour être indépendants. Faisons tout nous Maliens pour être autonomes. Faisons tout nous Maliens pour nous libérer du joug des anciens colonisateurs. À chaque fois il le disait, à chaque fois il le répétait. Voilà un homme qui avait une très grande connaissance du monde, une très grande connaissance du Mali et une très grande connaissance de l'Afrique. Le chef coutumier qu'il était, Djibril Diarra était également un parlementaire émérite, un enseignant hors pair et un panafricaniste qui a toujours combattu le colonialisme et l'impérialisme. Ses collègues
parlementaires ne tarissent pas d'éloges à son égard. L'honorable Djibril Diarra a décidé de s'inscrire dans la commission de l'administration territoriale, de la décentralisation, du culte et de la réconciliation nationale pour faire valoir ses compétences et faire profiter de l'ensemble de ses expertises à la dite commission et à l'ensemble des membres du CNT. Je suis témoin de sa ponctualité et de son assiduité, l'assiduité de l'homme au niveau de la commission malgré son âge. Le départ pour toujours du chef du clan Diarra de Koulikrouba dans le royaume des ancêtres est une immense perte pour le Mali. L'Ulysse disparu, qui repose désormais au cimetière de Koulikrouba, laisse derrière lui une veuve, 7 enfants, plusieurs petits-fils et arrière-petits-fils et sympathisants inconsolables. Que son âme repose en paix. Amen. Et nous avons ce communiqué avant de clôturer ce journal. Le président du Conseil national de transition, Malick Diaw, informe les membres du CNT que la session ordinaire d'octobre de l'année 2025 débutera le lundi 6 octobre. La cérémonie solennelle d'ouverture de la dite session aura lieu le même jour à partir de 16h dans la salle Djeli Baba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako, CICB. Mise en place terminée 15h30 et cet événement sera retransmis en direct et en intégralité sur les antennes de l'ERTM et de la radio du Parlement, la 89.4 FM. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Dans les programmes ce soir, à retrouver toute l'équipe de l'émission 100% Jeunes, notre vedette maison, mannequin, reçoit ce soir comme artiste déjà en live Bala Tunkara, la star Bala Tunkara. Et aussi sur le plateau de 100% Jeunes, nous avons Mariam Dambélé, Miss Mariam Sidibé, Flatteur, Kadi Kouyaté, Lasco Choco, El Chaper et Dooms Mam, le RTM, créateur d'émotions. Restez avec nous, ça sera le cas ce soir. Et nous disons un grand merci à nos téléspectateurs de Bourem. Je vous retrouve demain, même heure, même plateau. Bonsoir à tous et bon week-end.